1981. Paris, la ville lumière, enveloppée dans un crépuscule d'automne. La rue Montorgueil, avec son charme historique et l'effervescence culturelle qui en faisait un refuge pour les artistes et les bohèmes, se préparait pour une nouvelle soirée. Cependant, l'air frais d'octobre n'apporterait pas seulement l'arôme des boulangeries et des cafés, mais aussi le présage d'une tragédie qui tacherait à jamais le souvenir de cette belle époque. Isabelle Dubois, une artiste talentueuse de 28 ans, originaire de Lyon, avait trouvé à Paris son sanctuaire créatif. Avec ses yeux vifs et un sourire contagieux, elle était une figure connue et admirée dans son cercle. Sa passion pour la peinture était aussi intense que sa propre vie. Mais un mardi soir, la lumière d'Isabelle s'éteindrait de manière brutale et inexplicable. C'est Madame Valérie Rousseau, une voisine de l'étage inférieur, qui fit la terrible découverte. Préoccupée par l'absence d'Isabelle dans son atelier et la porte de l'appartement entr'ouverte, elle décida d'aller voir. Le silence à l'intérieur du logement était lourd, presque palpable, rompant avec la mélodie habituelle des peintures et des pinceaux. Ce que Valérie trouva la fit crier, un son qui résonna dans les couloirs de l'ancien bâtiment et déchira la tranquillité de cette nuit parisienne. Isabelle Dubois gisait sans vie sur le sol de son salon, au milieu d'une scène de désordre. Des vases en céramique étaient brisés, leurs fragments éparpillés comme les éclats d'un rêve anéanti. Les tiroirs d'une vieille commode étaient grands ouverts, suggérant une recherche frénétique ou un vol. L'appel à la police fut immédiat, et en quelques minutes, le calme de la rue Montorgueil fut remplacé par la sirène stridente et les lumières bleues et rouges qui peignaient le crépuscule. L'inspecteur Jean-Pierre Delacroix, un homme au visage fatigué mais aux yeux qui en avaient trop vu, fut le premier détective à arriver. En entrant dans l'appartement, il remarqua le contraste choquant. La beauté des toiles inachevées d'Isabelle, encore vibrantes de couleurs, et la brutalité de la scène de crime. La première impression était celle d'un vol qui avait mal tourné, peut-être une rencontre violente avec un intrus. Cependant, quelque chose ne collait pas. Bien que les tiroirs fussent ouverts, des objets de valeur comme des bijoux anciens et une petite somme d'argent semblaient intacts. C'est étrange, pensa-t-il, tandis que ses yeux parcouraient la pièce, cherchant une logique dans le désordre. L'équipe de la police scientifique, dirigée par le docteur Sylvie Moreau, une pathologiste renommée pour sa méticulosité, arriva peu après. L'appartement d'Isabelle, autrefois un havre d'art, se transforma en une scène pour la science. Chaque détail, chaque fibre, chaque minuscule tâche était cruciale. Le docteur Moreau estima l'heure du décès entre 19h et 22h la veille au soir. L'examen préliminaire révéla des signes de lutte et une blessure à la tête suggérait la cause de la mort. L'arme du crime, possiblement l'un des vases brisés, n'avait pas encore été confirmée. La collecte des preuves commença avec la précision d'un rituel sombre. Une empreinte de pas partielle fut trouvée près de la porte du balcon, à peine visible sur le tapis. Des fibres de tissu, d'une couleur inhabituelle, furent soigneusement recueillies sur le sol et sur les vêtements de la victime. La scène était confuse, mais Delacroix sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière l'apparente effraction. L'absence de vol significatif, la violence inutile, tout indiquait un motif plus personnel, une vendetta peut-être, ou une passion déformée. La vie d'Isabelle Dubois, jusqu'alors célébrée pour son art, était désormais passée au microscope de l'enquête criminelle, et les secrets de sa vie privée étaient sur le point d'être dévoilés. Isabelle, célibataire, menait une vie sociale active, immergée dans les cercles artistiques vibrants de Paris. Ses expositions étaient réussies et son talent était reconnu. Récemment, elle avait obtenu une prestigieuse bourse pour une résidence artistique à Rome. Un accomplissement qui, bien que source de célébration, avait également suscité une certaine jalousie parmi ses pairs moins fortunés. Cependant, rien dans sa vie publique ne semblait justifier une telle brutalité. L'enquête initiale commença à fouiller la vie d'Isabelle. Des appels anonymes, passés depuis des cabines téléphoniques publiques, avaient été enregistrés sur son répondeur dans les jours précédant le crime. C'étaient des messages courts, chuchotés, que la victime avait mentionnés à des amis, mais sans y accorder grande importance.
Était-ce de simples plaisanteries de mauvais goût ou un sinistre présage? Les premiers suspects apparurent rapidement. Un ex-petit ami, Monsieur Antoine Léger, au tempérament instable, mais avec un alibi solide pour la nuit du crime. Et un élève mécontent, Jean-Luc Moreau, qui avait eu une altercation publique avec Isabelle des semaines auparavant, mais qui avait également un alibi confirmé par plusieurs témoins. L'affaire Dubois, comme la presse locale la baptisa rapidement, commençait à se dérouler, révélant des couches de mystère et de frustration. L'enquête de l'inspecteur Delacroix et de son équipe s'approfondit dans la vie d'Isabelle Dubois. Plus de 40 personnes furent interrogées. Amis, collègues artistes, voisins, galeristes et même les commerçants de la rue Montorgueil. Chaque témoignage était une pièce d'un puzzle complexe, mais aucune ne semblait s'emboîter parfaitement pour former une image claire. Beaucoup parlaient de la gentillesse d'Isabelle, de son talent indéniable, mais aussi d'une certaine réserve, d'un côté plus introspectif qu'elle gardait pour elle. C'est dans cet enchevêtrement de témoignages qu'un nom commença à apparaître avec une fréquence subtile, presque imperceptible, le professeur Antoine Dubois. Un voisin discret, habitant à l'étage supérieur, connu pour son érudition et pour enseigner l'histoire dans une université renommée. Antoine était un homme aux habitudes méthodiques, toujours vu un livre à la main, et se mêlait rarement à la bohème artistique de l'immeuble. La connexion avec Isabelle, cependant, était plus profonde que la simple proximité géographique. Il était, comme le révélèrent certains amis de la victime, un admirateur persistant du travail d'Isabelle et avait tenté, à plusieurs occasions, d'établir une relation plus intime. Isabelle, toujours gentille mais ferme, avait rejeté ses avances, le considérant seulement comme un connaisseur de son art, rien de plus. Pour Antoine, ce rejet voilé, cette indifférence polie, était une blessure ouverte, un affront à sa perception de lui-même. L'inspecteur Delacroix le convoqua pour un interrogatoire de routine. Antoine Dubois se présenta calme, presque impassible, déplorant la tragédie qui avait frappé la jeune artiste. Son alibi était simple. Il était chez lui, en train de lire La nuit du crime. Aucun témoin ne pouvait le corroborer, mais rien ne l'incriminait directement non plus. Seule la sensation inconfortable de Delacroix, un mauvais pressentiment, que la politesse d'Antoine cachait quelque chose de plus. Quelques semaines après l'interrogatoire, le professeur Antoine Dubois disparut. Il ne laissa aucune trace, juste un mot laconique informant qu'il avait accepté un nouveau poste universitaire dans le sud de la France. Cependant, l'enquête révéla que l'offre d'emploi était fausse, un artifice pour justifier son départ précipité. Il avait déménagé dans une petite ville, pris une identité différente, un faux nom et un travail qui n'avait rien à voir avec son ancien poste. Sa disparition sonna l'alarme pour Delacroix, mais sans preuve concrète. Ce n'était qu'une fuite suspecte, pas un aveu. Au milieu du déclin de l'enquête, une découverte tardive ajouta une couche encore plus mystérieuse à l'affaire Dubois. Les relevés téléphoniques révélèrent un appel de courte durée, passé depuis le téléphone de l'appartement d'Isabelle, des heures après l'heure estimée de sa mort. Un appel vers un numéro inconnu, qui ne fut jamais retrouvé. Qui était dans l'appartement d'Isabelle après sa mort? Et pourquoi cet appel avait-il été passé? La piste, aussi intrigante soit-elle, ne mena nulle part, si ce n'est à plus de questions sans réponse. L'affaire, déjà surchargée d'impasses et d'absence de preuves concluantes, commença à s'essouffler. La presse, autrefois vorace, se tournait désormais vers de nouveaux titres. Après 6 mois d'efforts incessants mais infructueux, l'affaire Isabelle Dubois fut officiellement classée comme une affaire non résolue. Le dossier, qui accumulait des centaines de pages de dépositions, de rapports de police scientifiques et de théories, fut scellé et rangé dans les archives froides de la police parisienne. La famille d'Isabelle, dévastée, réclamait justice, mais le système avait atteint ses limites. La mort de la jeune artiste, si pleine de vie et de promesses, devint un autre mystère non résolu dans les rues de Paris, une complainte silencieuse qui résonnerait pendant des décennies. La beauté de la rue Montorgueil ne serait plus jamais la même pour ceux qui avaient connu Isabelle,
et l'ombre du crime planerait sur la ville, un rappel que toutes les énigmes ne peuvent être résolues. Le classement de l'affaire Dubois ne signifia pas la fin de la douleur pour ceux qui aimaient Isabelle. Pour sa famille, en particulier sa sœur, et pour ses amis les plus proches, le deuil était un lourd fardeau, aggravé par l'absence de réponse. La vie vibrante d'Isabelle, qui peignait autrefois des couleurs dans le monde de tous, n'était plus qu'un souvenir hanté par l'injustice. Sa meilleure amie, Marie Leclerc, une musicienne avec qui Isabelle partageait un petit studio sur la rive gauche, ne s'en remit jamais. Isabelle était la joie de vivre incarnée, confierait Marie des années plus tard, les yeux embués de larmes. Elle voyait la beauté en tout, même dans les choses les plus simples. Son art n'était pas seulement technique, c'était son âme dans chaque coup de pinceau. Elle avait un avenir si brillant, une bourse à Rome, c'était son rêve. Marie se souvenait des conversations sur l'art, sur la vie et sur les petits tracas qu'Isabelle mentionnait parfois, les appels étranges, la sensation d'être observée, de petits désagréments qui, à l'époque, semblaient insignifiants. Elle disait que c'était juste l'étrangeté de Paris, les marginaux qui se perdaient parfois, soupirait Marie. Nous n'avons jamais pensé que ce serait quelque chose d'aussi sombre. Le directeur de l'Académie des Beaux-Arts, M. Armand Lefebvre, où Isabelle avait été diplômée avec mention, regrettait également la perte de l'une de ses élèves les plus prometteuses. Mademoiselle Dubois possédait un talent inné, une sensibilité rare, dirait-il dans une interview. Elle ne se contentait pas de peindre, elle racontait des histoires avec ses couleurs. Son absence a laissé un vide, une lacune irréparable dans notre communauté artistique. Le mystère de sa mort est une blessure ouverte pour nous tous. Il se souvenait du dévouement d'Isabelle, des longues heures passées à l'atelier, de la passion qui l'animait. Elle était une inspiration pour beaucoup, et peut-être pour certains, une source de jalousie. Hélas, nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé cette nuit terrible. Tandis que la vie suivait son cours pour la plupart des gens, l'inspecteur Jean-Pierre Delacroix n'arrivait pas à se défaire de l'affaire. Le dossier d'Isabelle Dubois, bien que classé, ne quittait jamais son esprit. Pendant son temps libre, il revisitait les rapports, les photos de la scène de crime, les notes. Chaque détail, chaque ligne était le rappel d'un échec, d'une justice qui lui avait échappé. L'image des yeux d'Isabelle, si plein de vie sur les photographies et si vide sur la scène de crime, le hantait. La pression de sa hiérarchie pour qu'il se concentre sur des affaires solubles était constante. Delacroix, mon ami, il faut aller de l'avant, lui avait dit son supérieur, le commissaire Dubois, sans lien de parenté avec le suspect ou la victime. Nous avons d'autres affaires urgentes. C'est une affaire classée, c'est la vie. Mais Delacroix ne pouvait l'accepter. Pour lui, chaque affaire était une vie, et la vie d'Isabelle réclamait une voix. Il continuait à mener de petites enquêtes, à revoir des témoignages, à rêver d'un indice oublié. L'une des obsessions de Delacroix était les appels anonymes qu'Isabelle avait reçus. Il les considérait comme plus que de simples blagues. Il y avait quelque chose en eux, une persistance, qui le troublait. Il réussit à retrouver quelques notes qu'Isabelle avait prises sur ses appels, de petits gribouillis dans son agenda. Il décida, de sa propre initiative, d'envoyer ces notes et quelques autres écrits qui pouvaient être attribués aux suspects initiaux pour une analyse graphologique. L'espoir était mince, mais il devait essayer. L'analyse menée par un expert à Lyon révéla des schémas intéressants. Les notes anonymes présentaient une écriture qui, bien que déguisée, suggérait une certaine rigidité, une précision presque militaire, avec des traits forts et anguleux. Le rapport de la graphologue indiquait que l'auteur possédait une personnalité contrôlante, peut-être avec des tendances obsessionnelles. Ce n'était pas une preuve concluante, mais c'était un profil. Et ce profil, d'une certaine manière, résonnait avec l'image que Delacroix s'était faite d'Antoine Dubois, le voisin discret, l'intellectuel méthodique, dont la politesse semblait cacher une rigidité intérieure. Cependant, sans un matériel de comparaison direct d'Antoine Dubois contemporain des notes, l'analyse ne pouvait lui être directement liée.
C'était juste un autre fragment d'un puzzle sans fin, une énigme qui continuerait à hanter Delacroix pendant des années, un rappel silencieux de l'affaire Isabelle Dubois, un mystère qui semblait condamné à rester dans l'ombre de la mémoire de Paris. 30 ans s'écoulèrent, transformant les ombres du passé de Paris en une brume dense, mais pas impénétrable. Les pages de l'affaire Isabelle Dubois, jaunies par le temps et poussiéreuses dans les archives de la police judiciaire, semblaient destinées à un oubli éternel. L'inspecteur Delacroix, déjà à la retraite, portait le fardeau de ce mystère non résolu, un écho constant de sa jeunesse et d'une justice refusée. Mais en 2011, une nouvelle initiative gouvernementale, axée sur le réexamen des affaires classées à l'aide de technologies forensiques avancées, apporta un nouvel espoir. C'était une initiative de mémoire judiciaire, un effort pour donner une voix à ceux que le temps avait réduits au silence. C'est dans ce contexte que la capitaine Sophie Valois, une détective à la réputation de persévérance inébranlable et au regard acéré pour les détails oubliés, reprit le dossier d'Isabelle Dubois. Jeune mais avec une carrière déjà marquée par la résolution d'énigmes complexes, Valois se plongea dans les archives, sentant le poids des 3 décennies qui séparaient le crime du présent. Elle était une chasseuse de fantômes du passé, et l'affaire Dubois, avec son mélange d'art, de passion et de violence inexpliquée, capta immédiatement son attention. Des heures entières furent consacrées à revivre la scène de crime à travers des photographies granuleuses, des rapports dactylographiés et des dépositions de témoins qui, dans de nombreux cas, n'étaient plus de ce monde. Valois ne cherchait pas seulement à réinterpréter ce qui avait déjà été vu, elle cherchait ce qui avait été ignoré ou ce que, à l'époque, la science ne pouvait pas encore déchiffrer. Elle revisita chaque preuve, chaque fibre, chaque minuscule tâche. Et c'est dans un détail presque invisible que la vérité commença à se manifester, une minuscule tache de sang séché trouvée sous l'ongle de la victime. À cette époque, en 1981, la technologie forensique était rudimentaire. Le sang avait été testé et considéré, par exclusion, comme étant celui d'Isabelle elle-même. Une erreur compréhensible pour l'époque, mais une faille critique pour la justice. Avec la capacité d'analyse ADN avancée de 2011, Valois envoya l'échantillon à un nouveau laboratoire. Les résultats furent choquants et, en même temps, un rayon de lumière dans l'obscurité de l'affaire. Le sang n'appartenait pas à Isabelle. Il appartenait à un homme. C'était l'indice dont Delacroix avait rêvé pendant des décennies, une preuve concrète, un lien génétique avec l'assassin. L'ADN fut alors comparé aux bases de données criminelles et au profil génétique de suspects connus, mais sans succès initial. La capitaine Valois élargit la recherche, incluant les profils de personnes ayant eu un contact quelconque avec Isabelle, aussi ténu soit-il. Et puis l'impensable se produisit. Le système identifia une correspondance génétique. Le nom qui apparut fit battre le cœur de Valois plus vite, le professeur Antoine Dubois, le même voisin discret de l'étage supérieur, l'intellectuel méthodique, l'homme qui avait déploré la tragédie avec une politesse presque froide, et qui avait mystérieusement disparu des semaines après le crime. Il était maintenant un professeur d'histoire universitaire respecté, vivant sous une identité sociale impeccable dans une charmante commune de la région Occitanie sans aucun casier judiciaire. L'ironie était cruelle, la justice patiente. La découverte de l'ADN d'Antoine Dubois n'était pas seulement un indice, c'était une révélation. Valois revisita les anciens témoignages, les notes de l'inspecteur Delacroix, le sentiment de mauvais pressentiment qu'il avait eu. L'analyse graphologique, autrefois non concluante, prenait désormais un sens nouveau et sombre. L'enquête approfondie, alimentée par la nouvelle preuve génétique, commença à dévoiler la vie d'Antoine Dubois et le lien personnel troublant qu'il entretenait avec Isabelle. Il s'avéra qu'Antoine était en fait un admirateur secret et obsessionnel du travail et de la beauté d'Isabelle. Il avait tenté de l'aborder à plusieurs reprises, cherchant une connexion qu'elle, avec sa gentillesse caractéristique mais aussi avec fermeté, avait rejetée. Pour Antoine, ce rejet n'était pas seulement une déception,
C'était une humiliation profonde, un mépris insupportable pour son ego démesuré et sa perception de supériorité intellectuelle. Ce refus silencieux, cette indifférence polie, avait fermenté en une obsession toxique, culminant dans la nuit fatidique de 1981. Le silence de 30 ans était sur le point de faire écho à la vérité, révélant que la beauté peut être à la fois une inspiration et la ruine d'une âme perturbée. La capitaine Valois savait qu'un ADN était un début, mais pas la fin. Elle devait construire un dossier solide, irréfutable, qui résisterait à l'examen de la justice après 3 décennies. Le professeur Antoine Dubois, étant identifié comme le donneur de la tache de sang sous l'ongle d'Isabelle, l'équipe de la capitaine Valois, désormais revitalisée et armée des technologies du XXIe siècle, se replongea dans les archives, mais avec une perspective complètement nouvelle. Toutes les preuves matérielles recueillies en 1981 furent réexaminées. L'attention se porta sur l'empreinte de pas partielle trouvée près de la porte du balcon. En 1981, l'analyse était limitée. Maintenant, avec la reconstruction numérique des empreintes, l'équipe de Valois put créer un modèle tridimensionnel de l'empreinte. Bien que partiel, le logiciel avancé permit de déduire la taille de la chaussure et même un motif de semelle distinctif. Cette information était cruciale. De plus, les fibres de tissu d'une couleur inhabituelle, autrefois simplement cataloguées, furent soumises à une analyse microspectrale détaillée. Les résultats révélèrent que les fibres provenaient d'un type spécifique de laine, teinte avec un pigment rare, utilisé dans des manteaux de haute qualité, mais pas à grande échelle. C'était un indice subtil, mais qui pouvait correspondre au profil d'un intellectuel aisé comme Antoine Dubois. La capitaine Valois et son équipe entamèrent la recherche d'Antoine Dubois. Les informations des anciens dossiers indiquaient qu'il avait déménagé dans le sud de la France. La tâche de le localiser, cependant, ne serait pas simple. Il avait adopté une nouvelle identité, un faux nom, vivant désormais sous le nom de Warren Phillips à Toulouse, une ville dynamique de la région Occitanie. Grâce au registre public mis à jour, au croisement des données de la sécurité sociale et même à l'analyse des réseaux sociaux, bien que limitée pour un homme de son âge et de son profil, l'équipe réussit à retracer ses mouvements au cours des dernières décennies. Warren Phillips, le respecté professeur d'histoire à l'université de Toulouse, était, sans l'ombre d'un doute, l'ancien professeur Antoine Dubois. La surveillance commença. La capitaine Valois voulait confirmer que l'homme vivant sous l'identité de Warren Phillips était bien Antoine Dubois, et surtout obtenir un échantillon d'ADN pour une comparaison directe et irréfutable. L'équipe de Valois l'observa pendant des jours, étudiant ses habitudes, sa routine. Il menait une vie tranquille, donnait des cours, se promenait dans les parcs, fréquentait le même café tous les matins. L'occasion se présenta lors d'une de ses visites matinales. Un agent infiltré, assis à une table voisine, observa discrètement Warren Phillips finir son café au lait. Quand il se leva pour partir, laissant la tasse sur la table, l'agent agit rapidement, la ramassant comme un serveur pressé. La tasse, portant les résidus de salive d'Antoine Dubois, fut immédiatement envoyée au laboratoire de police scientifique. L'anxiété était palpable. La confirmation de l'ADN de la tasse avec l'échantillon trouvé sous l'ongle d'Isabelle Dubois serait la pièce finale de l'accusation. Quelques jours plus tard, le téléphone de Valois sonna. La voix du scientifique, bien que contenue, portait l'urgence de la découverte. « Capitaine, nous avons une correspondance à 100%. L'ADN de la tasse est identique à celui trouvé sur la scène de crime, sous l'ongle de la victime. C'est lui. C'est Antoine Dubois. » La confirmation était indéniable. 30 ans de silence furent brisés par un petit échantillon génétique. Les indices ignorés, les fibres, l'empreinte de pas, l'analyse graphologique de l'inspecteur Delacroix qui pointait vers une personnalité contrôlante, tout commença à s'emboîter, formant une image claire et troublante. L'obsession d'Antoine pour Isabelle, autrefois une simple théorie nébuleuse, avait désormais des preuves scientifiques pour la soutenir. La justice, avec sa patience implacable, était enfin sur le point d'atteindre sa cible.
La traque de l'assassin d'Isabelle Dubois, qui semblait s'être terminée dans une impasse des décennies plus tôt, était maintenant dans sa dernière ligne droite. Le moment de la confrontation approchait, et avec lui, la promesse que les secrets les plus sombres seraient exposés à la lumière. La capitaine Valois sentait l'adrénaline monter. L'ADN était la clé, la preuve irréfutable que Delacroix avait cherchée pendant des décennies. L'équipe se mobilisa avec une précision chirurgicale. L'arrestation d'Antoine Dubois, désormais Warren Phillips, ne pouvait souffrir aucune erreur, ni alerter le suspect avant le bon moment. Le plan fut méticuleusement élaboré, une approche discrète mais décisive, pour éviter toute tentative de fuite ou de destruction de preuves supplémentaires qu'il aurait pu accumuler au fil des ans. L'opération aurait lieu à Toulouse, la ville rose, où il s'était construit une nouvelle vie, une façade de respectabilité qui était sur le point de s'effondrer. Le matin d'un mardi pluvieux, faisant écho au jour fatidique de 1981, l'équipe de la capitaine Valois encercla la résidence de Warren Phillips. Il sortait pour sa routine quotidienne, un journal sous le bras, le même air calme et méthodique que l'inspecteur Delacroix avait remarqué 30 ans plus tôt. Alors qu'il marchait dans la rue animée, 2 agents, déguisés en passants, s'approchèrent. « Professeur Dubois ?» demanda l'un d'eux d'un ton bas mais ferme. L'homme s'arrêta, ses yeux bleus, autrefois sereins, montrèrent un éclair de surprise, presque de reconnaissance, avant de se recomposer en un masque de confusion. « Je m'appelle Phillips, Warren Phillips, » répondit-il, la voix posée mais avec une légère hésitation. « Antoine Dubois, » corrigea l'agent, « nous avons un mandat d'arrêt contre vous concernant le meurtre d'Isabelle Dubois en 1981 à Paris. » Le nom d'Isabelle, prononcé après tant d'années, sembla le frapper comme la foudre. Pendant un bref instant, la façade s'effondra. Ses lèvres tremblèrent et un silence lourd plana dans l'air, tandis que les passants pressés ignoraient la scène. Il ne résista pas, ne cria pas, ni ne tenta de fuir. Il hocha simplement la tête lentement, un oui presque inaudible, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-il, la voix maintenant chargée d'une résignation étrange, presque théâtrale. « J'ai toujours su que le passé ne meurt jamais. » L'arrestation fut dramatique dans son calme. Antoine Dubois, menotté, fut conduit dans une voiture banalisée. Pendant le trajet de retour à Paris, il resta silencieux, observant le paysage défiler rapidement, revoyant peut-être dans son esprit les 3 décennies qui le séparaient de ce jour. La capitaine Valois, qui l'accompagnait, tenta d'engager la conversation, mais il ne répondit que par monosyllabes, gardant un sang-froid qui frisait la froideur. Une seule fois, il la regarda droit dans les yeux et dit « C'est à propos d'Isabelle, n'est-ce pas? L'affaire de 1981. J'ai toujours su que quelqu'un se souviendrait. » Cet aveu désinvolte, qu'il savait exactement de quelle affaire elle parlait sans qu'elle ait besoin de donner de détails, ne faisait que confirmer les soupçons. Au siège de la police judiciaire, l'interrogatoire commença dans une salle froide et impersonnelle. Antoine Dubois, désormais sans le déguisement de Warren Phillips, s'assit à la table, les yeux fixés sur la capitaine Valois. La présence de l'inspecteur Jean-Pierre Delacroix, maintenant un homme grisonnant, aux épaules courbées par le temps, mais avec le même regard perspicace, était un rappel silencieux du passé. Delacroix était là non pas comme interrogateur officiel, mais comme témoin, comme l'homme qui n'avait jamais abandonné, observant l'épilogue de son affaire la plus obsédante. « Professeur Dubois, » commença Valois, la voix calme mais ferme, « l'ADN trouvé sous l'ongle d'Isabelle Dubois est le vôtre. Nous avons des preuves irréfutables de votre présence dans son appartement la nuit du meurtre. » Antoine Dubois soupira, un son long et lourd, comme s'il se libérait d'un fardeau qu'il portait depuis des décennies. « J'étais là, » avoua-t-il, la voix à peine un murmure. « Oui, j'étais là. C'est vrai. » L'aveu vint sans colère, sans désespoir, juste avec une sombre acceptation. Cependant, son explication initiale fut partielle, évasive.
Il admit sa présence, mais tenta de minimiser sa culpabilité, dépeignant le tableau d'une rencontre accidentelle, d'une dispute qui avait dégénéré. « Je l'admirais, capitaine », poursuivit-il, ses yeux maintenant fixés sur un point lointain. Son art, sa beauté, son intelligence, elle était une muse. Le mot « muse » sonnait déformé dans sa bouche, chargé d'une possessivité maladive. Je la cherchais. Je voulais qu'elle reconnaisse ma propre valeur, mon intellect. Mais elle me voyait toujours comme le voisin. Le professeur, rien de plus. Le rejet d'Isabelle, son refus d'aller au-delà d'une amitié superficielle, s'était transformé en une profonde blessure narcissique. Il avait tenté de l'approcher à plusieurs reprises, avec des prétextes fallacieux, avec des offres d'aide pour ses expositions, mais elle l'avait toujours tenu à distance, avec une politesse qu'il interprétait comme du dédain. La bourse d'études à Rome, le pressa Valois. Vous y aviez également postulé, n'est-ce pas? Antoine Dubois hésita, son regard vacillant. Oui, je la voulais. C'était une opportunité d'élargir mes horizons académiques. Mais Isabelle, avec son art, elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Elle n'en avait pas besoin. Moi, si. C'était une injustice cruelle. L'envie, un sentiment corrosif, s'était ajouté au rejet, créant un cocktail explosif de ressentiment. Il voyait la bourse comme quelque chose qui lui était dû, une validation de sa propre valeur qu'Isabelle, dans sa perception déformée, lui avait volée. L'aveu, bien que partiel, commençait à démêler les chevaux complexes de jalousie, d'obsession et d'orgueil blessé qui avaient conduit à la tragédie de la rue Montorgueil. Les ombres du passé commençaient enfin à se dissiper, révélant la vérité derrière l'affaire Isabelle Dubois. La capitaine Valois observa Antoine Dubois, son visage inexpressif, mais avec un tremblement presque imperceptible dans les doigts qui tapotaient doucement la table. L'inspecteur Delacroix, dans son coin, gardait les yeux fixés sur l'homme qui, pendant des décennies, avait été un fantôme dans sa mémoire. « Professeur Dubois, » continua Valois, « vous avez dit que la discussion avait dégénéré. Mais pourquoi? Isabelle était connue pour son calme, sa gentillesse. Qu'est-ce qui l'a fait réagir si violemment que cela a entraîné sa mort? » Antoine hésita, le masque de la résignation commençant à se fissurer. Elle m'a humilié, capitaine. J'essayais de lui expliquer l'injustice, à quel point cette bourse comptait pour moi, pour ma carrière. Et elle, avec ce sourire de pitié, m'a dit que je devais accepter la défaite avec dignité. Avec dignité. Comme si j'étais un élève stupide, pas un collègue, un intellectuel. Sa voix monta légèrement, révélant la blessure profonde de son ego. L'envie ne concernait pas seulement la bourse, mais la manière dont Isabelle l'avait obtenue et la façon dont elle, dans sa perception déformée, s'était moquée de son propre besoin. « Et le vase, professeur Dubois ?» intervint Valois, changeant brusquement de sujet. Le vase en porcelaine brisée, trouvé près du corps d'Isabelle. Comment s'intègre-t-il dans votre version de la discussion? Antoine pâlit. Ses yeux se tournèrent vers Delacroix un instant, comme s'il cherchait une issue. Je ne sais pas de quel vase vous parlez. Il y a eu une dispute. Oui, elle a essayé de me repousser. Il tentait de reconstruire un récit qui l'exonérerait de la préméditation, mais ses paroles sonnaient de plus en plus creuses. « Nous savons de quel vase nous parlons, professeur » rétorqua Valois, sa voix maintenant plus incisive. « Et nous savons que vos empreintes digitales y ont été retrouvées. Le vase, brisé en morceaux, était l'arme du crime. Les traces du sang d'Isabelle mélangées aux vôtres se trouvaient sur l'un des fragments. Il n'y a pas eu de dispute qui a dégénéré. Il y a eu une attaque brutale. » Elle posa sur la table une série de photographies de la police scientifique, agrandies, montrant les fragments du vase, les taches et les empreintes digitales clairement identifiées. Le visage d'Antoine Dubois perdit toute couleur. Il regarda les photos, puis ses propres mains, comme s'il les voyait pour la première fois. Le calme qui l'enveloppait s'effondra. « Je ne voulais pas, je le jure. Elle m'a poussé. J'ai attrapé la première chose que j'ai vue. C'était un accident.
Sa voix était maintenant une plainte, mais Valois ne céda pas. Un accident qui a laissé une jeune femme morte, professeur, et un accident qui n'a laissé aucune trace de vol. Rien de valeur n'a été pris dans l'appartement. Vos tentatives de faire passer cela pour un cambriolage ont échoué. Les tiroirs ouverts, le désordre superficiel, tout cela n'était qu'une mise en scène. Ce que vous cherchiez, professeur Dubois, ce n'était ni l'argent ni les biens. Vous cherchiez le contrôle, et quand Isabelle a refusé de vous le donner, vous l'avez réduite au silence. Delacroix, qui observait en silence jusqu'alors, se racla la gorge. Professeur, quand nous l'avons trouvée, Isabelle tenait encore quelque chose dans sa main, quelque chose qui ressemblait à un bouton de manteau, d'un type très spécifique, bleu marine, avec un blason subtil. Antoine frissonna. Il porta une main à sa poitrine, comme pour vérifier son propre manteau. Valois saisit la perche. Et les fibres trouvées sur la scène du crime, professeur Dubois, les fibres de laine d'un type rare, teintes avec un pigment inhabituel. Elles correspondent exactement au manteau que vous portiez à l'époque. Nous avons une photo de vous, de 1980, à un événement universitaire, portant exactement ce manteau. Le même manteau d'où le bouton a été arraché lors de la lutte avec Isabelle. La mention du manteau et du bouton fut le coup de grâce. L'image d'une vieille vidéo de surveillance qui semblait anachronique pour 1981 fut maintenant révélée. Valois afficha sur un écran une image granuleuse, en noir et blanc. Voici une image d'une caméra de sécurité d'une banque près de la rue Montorgueil, une caméra expérimentale, rare à l'époque, qui enregistrait par intervalles. Elle a été ignorée lors de l'enquête initiale en raison de sa faible qualité. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, nous avons réussi à l'améliorer. C'est vous, professeur Dubois, à 22h17 cette nuit-là, sortant précipitamment de l'immeuble d'Isabelle, sans le manteau, que vous aviez jeté dans une poubelle quelques rues plus loin. Le même manteau qui a été retrouvé quelques jours plus tard, avec le bouton manquant et des taches qui, nous le savons maintenant, étaient du sang. Antoine Dubois s'effondra. La façade de l'intellectuel calme et respectable vola en éclats, révélant l'homme tourmenté derrière elle. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, et il commença à balbutier de manière incohérente. Elle m'a méprisé. Elle m'a fait me sentir invisible. Je l'aimais, à ma façon. Mais elle m'a rejeté. Elle m'a tout refusé. L'obsession, l'envie, l'orgueil blessé, tout se mélangea dans un tourbillon d'émotions qui finit par exploser. Il avoua, par bribes, la séquence des événements. Sa visite à l'appartement d'Isabelle, la tentative d'un dernier appel à la reconnaissance, son rejet, l'explosion de colère incontrôlable, le vase, le coup fatal. La présence de l'inspecteur Delacroix dans la salle, témoin de l'aveu qu'il avait attendu pendant 30 ans, était un témoignage de la persistance de la justice. L'affaire Isabelle Dubois, l'affaire qui avait hanté Paris et la carrière de Delacroix, était enfin résolue. La vérité rongeant Antoine Dubois pendant des décennies était maintenant exposée, brute et brutale. Les preuves, autrefois des fragments incompréhensibles, formaient désormais une mosaïque macabre mais irréfutable. L'aveu d'Antoine, bien que teinté de sa propre apitoiement, scella son destin. L'assassin d'Isabelle Dubois avait été retrouvé. La longue attente de la justice était sur le point de se terminer. L'aveu d'Antoine Dubois, bien qu'encore nuancé par un apitoiement presque maladif, fut le tournant que la capitaine Valois et l'inspecteur Delacroix attendaient depuis des décennies. La vérité enfin révélée, le processus judiciaire pouvait maintenant suivre son cours. Antoine fut formellement accusé du meurtre d'Isabelle Dubois. La nouvelle de l'arrestation d'un professeur d'université respecté sous l'identité de Warren Phillips pour un crime commis 30 ans plus tôt choqua autant Toulouse que Paris. Les journaux français, avec leurs titres en gras, firent écho à l'affaire Dubois, ravivant le souvenir d'une affaire qui semblait condamnée à l'oubli. La communauté universitaire, en particulier, fut en émoi, incapable de concilier l'image de l'érudit professeur Phillips avec celle d'un meurtrier. La capitaine Valois passa l'appel qu'elle souhaitait faire depuis longtemps, mais qu'elle savait douloureux.
Elle contacta Camille Dubois, la sœur cadette d'Isabelle, qui vivait désormais à Lyon. La voix de Camille, d'abord méfiante, se transforma en un mélange d'incrédulité et de choc, puis en pleurs convulsifs. « Isabelle, ils ont attrapé celui qui a fait ça ?» demanda-t-elle entre deux sanglots, la douleur de 3 décennies ressurgissant comme si c'était hier. Valois expliqua, avec la plus grande délicatesse possible, les détails de l'enquête et l'aveu d'Antoine. Pour Camille, la nouvelle apporta un soulagement amer, un mélange aigre-doux de justice tardive et la réouverture d'une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. Le fantôme d'Isabelle, qui planait sur la famille depuis si longtemps, commençait enfin à trouver un peu de paix. Avec l'arrestation et les aveux, même partiels, un mandat fut rapidement émis pour la résidence d'Antoine Dubois, alias Warren Phillips, à Toulouse. L'équipe de la police scientifique de la capitaine Valois, forte de l'expérience accumulée en 30 ans de progrès technologiques, fouilla l'appartement avec une précision qui n'existait pas en 1981. Ce qu'ils cherchaient, c'était tout vestige de la vie secrète d'Antoine, quelque chose qui pourrait corroborer l'obsession et la préméditation. Et ils le trouvèrent. Caché dans un vieux coffre au grenier, sous des piles de livres et d'articles universitaires, se trouvaient plusieurs journaux intimes, reliés en cuir, méticuleusement écrits à la main. Les journaux étaient un puits sans fond dans l'esprit perturbé d'Antoine Dubois. Les pages, jaunies par le temps, révélaient un récit sombre et détaillé de sa fixation sur Isabelle. Dès les premières entrées, datant d'avant le crime, il décrivait Isabelle non seulement comme une collègue artiste, mais comme une figure presque mythique, une déesse qu'il sentait être son destin. Il consignait chaque rencontre, chaque échange de regards, chaque mot, les interprétant à la lumière de son propre fantasme. L'obsession était palpable, grandissant en intensité à chaque refus subtil d'Isabelle, à chaque fois qu'elle le tenait à distance. Les entrées devenaient plus sombres après le refus de la bourse d'études. L'envie et le ressentiment s'épanouirent, transformant l'admiration en une haine latente. Il décrivait Isabelle comme arrogante, dédaigneuse, ingrate, de ne pas reconnaître son génie et de voler ce qu'il croyait lui revenir de droit. Il y avait des passages troublants où il fantasmait de la confronter, de lui faire comprendre sa place et son erreur. Bien qu'il n'y ait pas d'aveu explicite d'un plan pour la tuer, l'escalade de la rhétorique, l'hostilité croissante et la possessivité suggéraient une voie dangereuse et préméditée vers la violence. Les journaux étaient la preuve irréfutable de sa préméditation et de la profondeur de sa maladie mentale. Le parquet, avec l'aide de la capitaine Valois et de l'inspecteur de la Croix, commença à monter le dossier pour le procès. Les preuves étaient accablantes. L'ADN d'Antoine sous l'ongle d'Isabelle, les fibres et le bouton du manteau, la reconstitution de l'empreinte de pas, la vidéo de surveillance améliorée, les aveux et maintenant les journaux. La défense, de son côté, tenterait de plaider qu'Antoine avait agi dans un moment de passion, sans préméditation, cherchant une peine plus clémente. Cependant, les journaux racontaient une histoire différente, celle d'une obsession calculée qui s'était transformée en un plan fatal. Parallèlement, le parquet demanda une évaluation psychiatrique complète d'Antoine Dubois. L'intention était de comprendre la psyché derrière un crime si brutal et une obsession si durable. Les premiers rapports préliminaires indiquaient déjà des traits d'une personnalité narcissique grave, avec une incapacité profonde à gérer le rejet et une vision déformée de la réalité où il était le centre et où les actions des autres étaient toujours un reflet ou un affront à sa propre valeur. Cette expertise serait cruciale pour démanteler toute tentative de la défense de présenter le crime comme un accident ou un acte impulsif isolé. L'affaire Isabelle Dubois, autrefois une énigme sombre, se révélait maintenant comme une étude de cas sur le pouvoir destructeur de l'esprit humain. Le décor était planté pour le procès où, après 30 longues années, la vérité serait enfin proclamée et la justice, espérait-on, serait rendue. L'année était 2020. 39 ans après le meurtre qui avait hanté Paris, Antoine Dubois, l'ancien professeur Phillips respecté, s'assit sur le banc des accusés.
Le palais de justice, avec son architecture imposante et ses siècles d'histoire, semblait vibrer de la tension du procès. Les galeries étaient bondées de journalistes avides, d'étudiants en droit et de curieux cherchant à comprendre comment un crime si ancien et un meurtrier si improbable avaient pu émerger de l'ombre. La capitaine Valois et l'inspecteur Delacroix, assis côte à côte du côté de l'accusation, observaient chaque mouvement, chaque expression de l'accusé. Pour Delacroix, c'était le point culminant d'une vie consacrée à la justice, un rendez-vous avec le passé qu'il n'aurait jamais cru voir. Le parquet, mené par une procureure expérimentée et implacable, entama le procès avec une déclaration d'ouverture qui brossa un sombre tableau de l'obsession et de la préméditation. Elle décrivit Isabelle Dubois non seulement comme une victime, mais comme un phare de talent et de bonté, dont la vie fut brutalement interrompue par un homme qui ne pouvait accepter le rejet. Antoine Dubois, quant à lui, gardait un visage impassible, sa posture presque académique, comme s'il assistait à un événement qui ne le concernait pas directement. La défense tenta, dès le début, de semer le doute sur l'intention, cherchant à disqualifier la préméditation et à plaider le crime passionnel, un acte impulsif et non planifié. Le premier témoignage à ébranler la cour fut celui de Camille Dubois, la sœur cadette d'Isabelle. Désormais une femme d'âge mûr, les yeux encore chargés d'une profonde tristesse, Camille monta à la barre. Sa voix, d'abord étranglée par l'émotion, gagna en force en décrivant Isabelle. Sa passion pour l'art, son sourire contagieux, la façon dont elle illuminait n'importe quelle pièce. « Isabelle n'était pas seulement ma sœur, » dit Camille, les larmes coulant librement. « Elle était mon inspiration, ma sœur et mon amie. Sa mort a laissé un vide qui n'a jamais pu être comblé. Pendant 30 ans, nous nous sommes demandé qui pourrait faire quelque chose d'aussi cruel à quelqu'un d'aussi doux. Et maintenant, le regarder ?» Elle pointa un doigt tremblant vers Antoine Dubois, qui évita son regard. « C'est comme voir un monstre déguisé en homme. » L'émotion de Camille était palpable, résonnant dans le cœur des jurés et du public. Ensuite, le parquet présenta les preuves matérielles. Le vase en porcelaine, reconstitué à partir de ces fragments, fut exposé, les taches de sang et les empreintes digitales d'Antoine Dubois nettement visibles. L'équipe scientifique détailla comment l'ADN, autrefois une technologie naissante, était devenu la voix de la victime, révélant la présence de l'agresseur sous l'ongle d'Isabelle. Les fibres rares du manteau de laine, le bouton bleu marine au blason subtil, tout fut méticuleusement présenté, reliant sans équivoque Antoine Dubois à la scène du crime et à la lutte désespérée d'Isabelle. La présentation des journaux intimes d'Antoine Dubois fut un moment crucial. La procureure lut à voix haute des extraits, révélant l'escalade de son obsession. « Elle est une déesse, mais aveugle à ma valeur. Elle doit être façonnée, elle doit comprendre que je suis son destin. » Et après le refus de la bourse, elle s'est moquée de moi, elle s'est moquée de mon ambition. Elle paiera pour ça, elle paiera. L'injustice sera corrigée. Les mots d'Antoine, écrits de sa propre main, résonnaient dans la salle d'audience comme un cri troublant, démantelant toute tentative de la défense de plaider l'absence de préméditation. Les jurés écoutaient, choqués, l'esprit derrière le crime se dévoilait dans des détails vifs et glaçants. L'expertise psychiatrique fut ensuite introduite. Le docteur Émilie Moreau, une psychiatre légiste de renom, témoigna sur l'évaluation d'Antoine Dubois. Elle le décrivit comme ayant une personnalité narcissique sévère, caractérisée par un sens grandiose de sa propre importance, un besoin constant d'admiration et un manque total d'empathie. Pour le professeur Dubois, expliqua le docteur Moreau, le rejet d'Isabelle n'était pas seulement une déception, c'était un affront intolérable à son ego démesuré. Dans son esprit tordu, il sentait qu'il avait droit à elle, à sa reconnaissance, et lorsque cela lui fut refusé, sa colère et son ressentiment se transformèrent en une fureur destructrice. Elle décrivit l'obsession comme un mécanisme de contrôle, où la victime devenait un objet à posséder ou, à défaut, à détruire. Antoine Dubois écoutait les paroles de la psychiatre avec le même sang-froid, bien qu'un léger tremblement de la mâchoire trahît sa tension.
Le parquet soutint que les journaux, ainsi que le témoignage du docteur Moreau, prouvaient que le meurtre n'était pas un acte impulsif, mais le point culminant d'une obsession maladive et d'une préméditation soigneusement dissimulée. Le dossier contre lui était solide, construit sur des décennies de progrès scientifiques et la persévérance infatigable de détectives comme Valois et Delacroix. La défense, malgré ses efforts, peinait à trouver des failles face à une accumulation aussi écrasante de preuves. La vérité sur l'affaire Isabelle Dubois, autrefois un murmure dans le vent, était maintenant une clameur indéniable entre les murs du tribunal. Le verdict final approchait, et avec lui l'espoir de la justice. Après des semaines de témoignages incessants, de preuves scientifiques méticuleusement présentées et d'analyses psychologiques profondes, le procès d'Antoine Dubois approchait de son apogée. Le parquet, avec un dossier qui semblait inébranlable, préparait ses réquisitions, tandis que la défense, affaiblie, tentait désespérément de trouver une dernière lueur d'espoir. La cour était toujours pleine, chaque siège occupé par ceux qui aspiraient à un dénouement, à une compréhension, à la justice. La procureure, dans sa déclaration finale, résuma la tragédie d'Isabelle Dubois et la froideur calculatrice de son assassin. « Mesdames et messieurs les jurés, commença-t-elle, sa voix résonnant d'autorité, nous vous avons présenté non seulement un crime, mais une histoire d'obsession. Une obsession qui s'est transformée en envie, et l'envie en haine. Le professeur Antoine Dubois n'a pas agi par impulsion. Il a agi par un sentiment perverti de droit, par un ego blessé qui ne pouvait supporter le rejet. Ces journaux ne sont pas seulement un recueil de pensées, ils sont une carte vers les ténèbres de son âme, un témoignage de sa préméditation. L'ADN, le vase, les fibres, le bouton, la vidéo, chaque pièce s'emboîte pour former un tableau irréfutable de sa culpabilité. Elle demanda aux jurés de rendre justice à Isabelle, de lui donner la paix qui lui avait été refusée pendant 39 ans. La défense, de son côté, tenta d'humaniser Antoine Dubois, le dépeignant comme un homme tourmenté par une passion non partagée, qui avait perdu le contrôle, dans un moment de désespoir. L'avocat de la défense argua que, bien que les actions de Dubois fussent déplorables, il n'y avait aucune preuve de préméditation. « Mon client, dit-il, la voix plus douce, était un homme passionné. Son amour pour Isabelle, bien que maladif, l'a conduit à un point de rupture émotionnelle. Il n'a pas planifié de la tuer. Il a réagi au rejet de manière tragique et impulsive. Un crime passionnel, oui, mais pas un acte de froide préméditation. Il implora la clémence du jury, cherchant une condamnation pour homicide involontaire ou pour un meurtre au second degré, ce qui impliquerait une peine plus légère. Tandis que les plaidoiries finales se déroulaient, la capitaine Valois échangea un regard avec l'inspecteur Delacroix. Tous deux savaient que la frontière entre la passion et la préméditation était mince, mais les preuves, en particulier les journaux, faisaient pencher la balance lourdement du côté de la préméditation. La froideur avec laquelle Antoine avait tenté de simuler un cambriolage, la manière dont il s'était débarrassé des preuves, sa fuite et la création d'une nouvelle identité, tout cela parlait d'un plan, d'une tentative d'échapper à ses responsabilités. Après les instructions du juge, le jury se retira pour délibérer. Les heures s'éternisèrent, se transformant en jours. La tension au palais de justice était presque palpable. Chaque sonnerie de téléphone, chaque murmure dans les couloirs était interprété comme un signe. Camille Dubois, accompagnée de sa famille, attendait, épuisée, mais avec un espoir renouvelé. Elle avait ravivé le traumatisme de sa sœur pendant le procès, mais elle avait aussi vu l'effort inlassable de la justice pour percer le mystère. Valois et Delacroix, bien que confiants dans la solidité de leur dossier, sentaient le poids de l'incertitude. L'histoire judiciaire était remplie d'affaires où la justice, par quelque caprice du destin ou de l'interprétation humaine, avait échoué. L'affaire Isabelle Dubois était un rappel constant de la fragilité de la vérité et de la manière dont le temps pouvait éroder même les preuves les plus claires. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, déterrer chaque secret, analyser chaque fragment.
Maintenant, la décision était entre les mains de 12 citoyens. Les jours de délibération furent un tourment silencieux pour toutes les personnes impliquées. La presse, qui avait suivi l'affaire avec voracité, spéculait sur le verdict. Antoine Dubois serait-il reconnu coupable du meurtre avec préméditation d'Isabelle? Ou la défense parviendrait-elle à convaincre le jury qu'il s'agissait d'un acte irréfléchi, un crime de passion? La ville de Paris, qui avait oublié le nom d'Isabelle pendant des décennies, le prononçait maintenant avec révérence, attendant le dénouement qui apporterait enfin la paix, ou du moins une clôture, à cette longue et douloureuse histoire. Le 3e jour des délibérations, une note fut transmise au juge. Le jury avait atteint un verdict. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le tribunal, et les galeries se remplirent en quelques minutes. Antoine Dubois fut ramené dans la salle, le visage pâle, mais gardant toujours une étrange contenance. Ses yeux balayèrent la salle, s'arrêtant un instant sur Valois et Delacroix, avant de se fixer sur le jury. Le souffle de chacun semblait suspendu, attendant les mots qui scelleraient le destin d'un homme et, enfin, donneraient une voix à la victime. Camille Dubois serra la main de sa fille, les yeux embués d'anticipation et de peur. 39 ans d'attente, de questions sans réponse, d'une douleur silencieuse, tout culminait en ce moment. Le juge demanda au jury de présenter son verdict. La porte de la salle des délibérations s'ouvrit, et le président du jury, l'air grave, s'avança, tenant une enveloppe qui contenait la vérité que Paris attendait. Le silence était absolu, rompu seulement par le son des cœurs battant la chamade. La justice, après presque 4 décennies, était sur le point de parler. Le président du jury, d'une voix solennelle, annonça « Nous, le jury, déclarons l'accusé, Antoine Dubois, coupable de meurtre avec préméditation. » Un soupir collectif parcourut la salle. Le sang-froid d'Antoine se brisa enfin, ses épaules s'affaissèrent, et un murmure presque inaudible s'échappa de ses lèvres. Camille Dubois laissa échapper un cri étouffé, et les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps jaillirent enfin, non de tristesse, mais d'un soulagement immense. La justice, une justice tardive, était arrivée. Le juge, après une brève suspension de séance, prononça la sentence. Compte tenu de la gravité du crime, de la préméditation prouvée par les journaux intimes et de l'absence de remords sincères, Antoine Dubois fut condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans, une peine qui reflétait la brutalité de l'affaire et la longue attente pour sa résolution. La sentence était un écho de la douleur qu'Isabelle Dubois avait endurée et de l'attente que sa famille avait vécue pendant près de 4 décennies. La capitaine Valois sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Son regard croisa celui de Delacroix, une reconnaissance silencieuse du chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Pour Valois, c'était la validation de sa conviction inébranlable qu'aucune vérité n'est jamais enterrée pour toujours. Pour Delacroix, c'était la clôture d'un chapitre douloureux, la paix de savoir que son affaire non résolue avait enfin trouvé sa conclusion. Il s'approcha de Camille Dubois, lui offrant un mouchoir et quelques mots de réconfort. « Elle peut reposer en paix maintenant, Madame Dubois. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la condamnation d'Antoine Dubois résonna dans toute la France. L'affaire, autrefois un mystère oublié, devint un symbole de la persistance de la justice. Les médias analysèrent les détails, les journaux intimes, la psychologie du criminel et le rôle crucial de la technologie ADN dans la réouverture des affaires classées. L'histoire d'Isabelle Dubois, une artiste brillante dont la vie fut tragiquement interrompue, fut racontée à nouveau, cette fois avec une fin qui, bien que tardive, apportait un sentiment de réparation. Quelques mois plus tard, la capitaine Valois se rendit seule au Père-Lachaise, le cimetière historique de Paris. Elle marcha parmi les tombes anciennes, cherchant le nom d'Isabelle Dubois. Elle le trouva gravé sur une simple pierre tombale, ornée de fleurs fraîches, probablement laissée par Camille. Valois resta silencieuse un moment, réfléchissant à la vie qu'Isabelle aurait pu avoir, au talent qui lui avait été volé. La douce brise d'automne murmurait entre les arbres, emportant les souvenirs d'un passé qui avait enfin été confronté.
La justice, pensa-t-elle, ne consiste pas seulement à punir le coupable, mais aussi à donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. L'affaire d'Isabelle Dubois était un rappel poignant que, peu importe le temps qui passe, la vérité trouvera toujours son chemin, et que l'obsession, même cachée sous une façade de respectabilité, finit toujours par se révéler. La capitaine Valois laissa une petite rose blanche sur la tombe, un geste de respect et le serment silencieux de continuer à se battre pour ceux qui ne pouvaient plus se battre pour eux-mêmes. L'histoire d'Isabelle Dubois, de l'affaire qui s'est étendue sur des décennies, est un puissant témoignage. C'est un rappel que la persévérance dans la quête de la vérité peut, un jour, percer les mystères les plus complexes, mettant en lumière les ombres les plus profondes de la nature humaine. Que le souvenir d'Isabelle inspire chacun à valoriser l'art, à respecter l'individualité et à ne jamais abandonner la quête de la justice. Et que, dans chaque coin oublié du monde, la flamme de l'espoir d'un juste dénouement continue de brûler pour qu'aucune histoire ne reste à jamais non résolue.